Bonjour à toutes et à tous, c'est Emma du blog et de la chaîne Désanorexie destinée à comprendre, combattre et guérir d'un trouble du comportement alimentaire. Dans cette vidéo que je vous retransmets, je vous parle d'un live Facebook que j'avais réalisé avec Claire Castagne sur le sujet yoga et TCA. Bonne écoute! Je commence à donner l'ordre du jour. Donc, c'est un live qui va nous montrer comment le yoga peut nous aider en tant que personne souffrant de troubles du comportement alimentaire ou en tant que proche d'une personne victime de troubles du comportement alimentaire. C'est un live qui va durer 45 minutes. Donc moi, je suis Claire Castagne, prof de Hatha Yoga et aussi coach de vie spécialisée dans la guérison des compulsions alimentaires. J'ai moi-même souffert de boulimie hyperphagie pendant plus de 10 ans et j'en suis sortie grâce au coaching. Donc, avec le coaching, à mon tour, en tout cas, j'ai aidé d'autres personnes à se sentir mieux dans leur peau, à avancer sur le chemin de la guérison des troubles du comportement alimentaire, puisque, attention, c'est un processus long, hein, ça se fait étape par étape. Mais l'intérêt justement du yoga dans ce processus, c'est que le yoga peut devenir notre plus fidèle compagnon de route pour, quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, garder confiance en soi, comme ça a été le cas pour moi pendant toute cette période, pour aussi accompagner la guérison. Emma a fait aussi des études de physiopathologie, qui pourra nous expliquer un peu plus en détail les effets scientifiques du yoga sur les troubles. Et aussi, elle est maman de 2 garçons, dont un qui a malheureusement souffert d'anorexie sévère très jeune. Je crois que c'est autour de l'âge de 8 ans. Donc voilà, elle va nous expliquer comment elle a pu sortir de ça sortir de ça. En tout cas, son garçon, heureusement, en est sorti après un long combat et le yoga l'a accompagnée, elle, à traverser cette période terrible. Bien, moi, je propose que Emma complète ce que j'ai dit sur son parcours et surtout nous dise comment le yoga l'a aidée, elle. Et ensuite, je répondrai à une question que j'ai reçue d'ailleurs sur est-ce qu'on peut pratiquer le yoga quand on souffre d'anorexie. Donc, ça nous fera une transition. Moi, je parlerai de mon parcours sur la boulimie, l'hyperphagie et comment le yoga peut aider pendant qu'on en souffre et aussi accompagner la guérison. Et à la fin, restez bien parce qu'on va vous parler d'une exclusivité, un projet qu'on a Emma et moi pour aider les personnes qui souffrent de troubles et ou les proches aussi, justement, à travers le yoga. Voilà pour le programme. Et puis, donc, on gardera les questions à la fin, mais vous pouvez les poser à tout moment. Et moi, je garde un œil, comme ça, à la fin, on répondra à toutes vos questions. Impeccable. Merci, merci beaucoup, Claire, pour cette super introduction. Avec plaisir. Donc, du coup, moi, je me présente. Je m'appelle Emmanuelle. Je suis maman de 2 garçons qui ont maintenant 17 et 15 ans. Et donc, il y a quelques années de cela maintenant, c'était en 2017, j'ai un plus jeune garçon qui a souffert d'anorexie mentale prépubère. Et il avait, avant que le diagnostic se fasse, il n'avait même pas encore atteint ses 10 ans. En fait. Donc, ça a été en fait extrêmement brutal. Et en plus, chez les garçons, déjà, on ne s'attend pas à ce diagnostic. C'est quelque chose qui est très rare chez les prépubères et chez les garçons. Donc, on est un petit peu tombé des nues dans notre famille sur ce diagnostic-là. Ça a été très brutal, en fait. Ça s'est mis en place. On s'en est rendu compte au mois de juin 2017. C'était vraiment vers la fin de l'année. Il y a eu un décès de notre animal de compagnie. Et puis, ça tombait sur la fin de l'année, vers le 20 juin, 21 juin, quelque chose comme ça. Et il n'y avait plus de repas à la cantine là, dans les jours qui ont suivi. Et je me suis rendu compte, du coup, qu'il ne s'alimentait plus quasiment pas le matin, presque rien le midi et presque rien le soir. Et qu'en plus, on n'avait aucune prise, on n'avait absolument aucune prise. C'est-à-dire que forcément, quand on ne connaît pas du tout le problème, on
dis, bah mange, enfin, voilà, on Bah, insiste sur la prise alimentaire en fait. En fait, on fait exactement ce qu'il oui, faut faire oui. parce qu'on ne connaît pas encore, Bah, tu connais pas, tu sais pas on ce n'a que pas c'est. encore le diagnostic en fait, Mm. et on ne sait pas que ça va durer. Et là, je voyais que bah, il n'y avait pas de prise, il était vraiment bloqué en fait, il y avait comme un blocage. Et puis surtout, l'humeur a changé très très vite, comme c'est un jeune. Mm. C'était à l'époque, bon, il n'avait pas beaucoup de réserves corporelles. Dans la famille, on était plutôt assez fin. Et surtout le papa encore plus. Mm. Et du coup, bah, il partait déjà d'un poids, j'allais dire, standard bas, on va dire. Mm. Et l'arrêt de la prise alimentaire sur un jeune garçon très très sportif, qui avait un métabolisme assez élevé, Ouais. fait que la dénutrition s'est installée en point de temps. En 3 semaines, il était aux urgences dans un état critique. En fait. Wow. Et donc, en fait, nous, quand on a eu le diagnostic, bah déjà en une semaine, moi, je voyais que c'était très grave, qu'on n'arrivait pas à décoincer, on n'arrivait pas à faire reprendre cette prise alimentaire. Donc, on a tout de suite consulté. Et bah, moi, avant d'avoir le diagnostic du médecin, j'ai à peu près compris qu'on risquait de s'orienter vers ce diagnostic. Alors, bien sûr, il fallait faire les examens qui s'imposaient, mais ça risquait d'être ce diagnostic. Donc, j'avais commencé à faire un peu des recherches. Mhm. Comme je suis docteur vétérinaire, donc du coup, j'ai regardé des thèses médicales, en fait, de médecins. Et j'ai commencé à faire des recherches. Bon, j'ai vu que c'était rare chez l'enfant, mais j'ai vu que les symptômes correspondaient. Bref, donc je passe un petit peu plus rapidement, mais donc on a eu le diagnostic. Et entre le moment où il a arrêté sa prise alimentaire et entre le moment où il a été hospitalisé, c'est passé 20 jours. Et 20 jours, c'est long quand on est un enfant et qu'on ne mange pas et qu'on ne boit pas et qu'on n'a pas de réserve. En fait, ça va très très vite. Sachant qu'il était déjà en dénutrition à ce stade, du coup. Ah bah, ça a été très très vite parce que c'est un enfant qui a un métabolisme hyper élevé en fait. C'est un gamin qui faisait 4 sports, du judo, natation, de la gym. Donc il est tout en muscle et du coup bah, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc on ne peut pas passer d'un métabolisme qui carbure beaucoup à aucun apport en fait. Ouais. Et donc, du coup, non seulement il s'est dénutri extrêmement vite, et en plus il s'est déshydraté parce que chez les prépubères, il y a l'eau, il y a un problème sur la consommation d'eau. Souvent, c'est des enfants, ils ne boivent pas assez. Et donc, on a assez vite de la déshydratation. Donc, ça a été un petit peu voilà, le grand bas de combat. J'allais dire, on a dû consulter 4 fois en 10 jours. Parce que moi, je voyais qu'il se dégradait. Moi, j'ai l'habitude de soigner des individus qui vont de 100 grammes à 90 kilos. Donc, je veux dire, les paramètres cliniques, je suis habituée à avoir ça. Et je voyais, moi, qu'au quotidien, il se dégradait, mais rapidement, en fait. Je me disais, mais c'est pas possible, ils ne vont pas proposer de l'hospitaliser. Donc, 4 fois, on a dû consulter. Et ils nous ont dit, bah là, il faut passer par la dernière fois quand même, j'ai insisté, parce que l'avant-dernière fois, on a vu un pédopsychiatre spécialiste dans une grande ville. D'accord. Qui nous a dit, bah oui, il est en grande dépression, il est très déprimé, il faut le revoir dans 3 jours. Et en plus, c'est pas nous qui l'avions emmené, c'était les grands-parents, parce qu'on travaillait, et du coup, c'était les grands-parents qui l'avaient amené dans une grande ville, parce que c'est eux qui habitent dans la grande ville, pas nous. Mais j'allais en leur dire, mais en fait, dans 3 jours, il sera peut-être mort. Là, c'est maintenant, il faut agir maintenant. C'est une urgence vitale. Donc là, en fait, mon fils, moi, je le savais, il était à 35 de fréquence cardiaque, sa température, elle était à 35, il était en hypotension, les joues étaient toutes creusées, le regard était vide, il parlait quasiment plus. Donc là, c'était une urgence, en fait. Donc le pédopsychiatre, il dit, bah, il faut le revoir dans 3 jours. Je dis, bah non, en 3 jours, c'est pas possible. Donc, on est retourné le chercher chez ses grands-parents et on est retourné chez une pédiatre spécialisée. Et là, on a dit, il faut l'hospitaliser. Je veux dire, nous, on le voit se dégrader. On ne va pas attendre qu'il soit dans un état comateux pour agir. Et donc, elle a dit, là, oui, en effet, passez par les urgences, je vous fais un mot d'admission. Bref. Donc là, il est passé par les urgences. Ensuite, il est arrivé en pédopsychiatrie. Même en pédiatrie, en pédiatrie générale, il est arrivé parce qu'il n'y avait pas de service de pédopsychiatrie, disons, uniquement de pédopsychiatrie spécialisée autour de chez nous. C'était pédiatrie générale et il y avait un pédopsychiatre aussi qui l'intervenait. Et donc là, ils ont observé pendant 48 heures pour voir ce qu'il prenait. Et donc,
moi, je me disais, je savais qu'il fallait poser une sonde d'alimentation, puisque moi, je le fais chez… En fait, il y a des problèmes d'anorexie nerveuse chez les chats. Oui. Et on sait qu'il ne faut pas laisser le cercle vicieux s'installer parce que c'est plus dur de les remonter. Donc, s'il n'y a vraiment aucune prise, il faut installer une sonde d'alimentation. Donc, ce fait-là, on s'attendait à ce qu'ils posent la sonde assez rapidement. Bon, ils ont patienté 48 heures parce qu'ils voulaient voir comment ça se passait. Au bout de 48 heures, ils ont bien vu qu'il était… il y a un cercle qui s'était enclenché. Lui, il était victime de ça. Il ne pouvait pas faire autrement. Il était vraiment coincé. Oui, c'est vraiment une maladie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anorexie, il faut bien comprendre que la personne est victime de quelque chose qui la dépasse et dont il y a des causes vraiment multiples et complexes. On entend parfois dire c'est les parents, c'est les régimes, c'est cela. Non, c'est pas vrai tout ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça et parfois même un peu mystérieux. Je ne sais pas si tu saurais dire avec le recul. Là, tu expliques en fait le contexte, un décès d'animal de compagnie. Je sais qu'il y avait eu aussi un peu de harcèlement scolaire. Exactement. C'est multifactoriel, voilà. C'est vraiment multifactoriel, mais j'ai l'impression que, à part en service spécialisé, les gens ne connaissent pas vraiment bien les troubles alimentaires en fait. Ils pensent que c'est une volonté de vouloir s'alimenter, mais quand le trouble est profond et bien installé et grave, en fait, c'est vraiment très dur de s'en sortir parce que ça fonctionne comme une addiction. Il y a tout un tas de mécanismes endocriniens, neurohormonaux qui se sont installés. Et voilà, c'est très difficile de s'en sortir. Donc là, ils ont posé une sonde d'alimentation et il a fait un syndrome de réalimentation inappropriée. C'est-à-dire que comme c'était très aigu et que ça faisait déjà 3 semaines qu'il ne se nourrissait plus, son foie était à l'arrêt et donc quand ils ont réintroduit des aliments, le foie n'arrivait pas à gérer ce qui arrivait. En fait, ça se traduit au niveau des prises de sang par des anomalies et il faut diminuer les apports nutritionnels par la sonde pour pas que ce syndrome s'accentue et s'aggrave. En fait, il faut renourrir doucement et progressivement. Et bon, ça, ils le savent. Et nous, on l'a chez l'animal aussi, ce syndrome-là. D'accord. C'est ça, on ne peut pas passer de rien à tout parce que le corps s'adapte, l'estomac rétrécit. Voilà. Donc, enfin bref, donc ça a été un peu le parcours du combattant. Ça a duré, cette phase d'hospitalisation a duré 6 semaines dans l'hôpital de proximité. Et comme il avait tendance plutôt à s'aggraver, ils sont arrivés à le stabiliser sur le plan général et des constantes générales grâce à la sonde, mais sur le plan psychiatrique, il s'aggravait. En fait, la détresse s'accentuait parce qu'il n'avait pas d'entretien psychologique très long. On le voyait, selon les pédopsychiatres, on le voyait soit 2 fois 15 minutes par semaine, soit 5 minutes tous les jours. Et ça ne guérit pas le psychisme, en fait, malheureusement. Donc, en plus, on avait tendance à le séparer de nous, les parents. On pouvait le voir qu'1 heure par jour. Et pour un enfant qui n'a même pas 10 ans, qui est tout seul cloîtré dans sa chambre, qui n'a pas de bouger, pas le droit de sortir, c'est extrêmement difficile, en fait. Donc, psychiquement, il s'aggravait. Enfin, je pense que malheureusement, il y a beaucoup de parents qui connaissent ce type de prise en charge et c'est très compliqué. C'est discutable chez l'adolescent. Je ne sais pas, j'avoue que il y en a chez qui ça a fonctionné, l'isolement, mais c'est loin d'être général, très très loin, je pense, d'être général. Je ne saurais pas dire sur quelle proportion ça a fonctionné, mais en tout cas, je pense que c'est délétère. Il y a beaucoup de gens qui ont témoigné du fait que l'isolement était délétère. D'accord, Donc après, il a été transféré dans un service, dans une grande clinique de pédopsychiatrie, et là, il y a une prise en charge globale et pluridisciplinaire qui a été entreprise, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de garder la sonde, mais en fait, il a arraché la sonde. Ah oui? Ouais, il a racheté au moins 5-6 fois. Et une fois qu'il a été transféré, en fait, comme la prise en charge étant très différente, le fait qu'il y ait eu un transfert aussi, je pense que ça joue. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient dans le premier hôpital, mais je pense que vraiment psychiquement, il avait besoin de quelque chose de beaucoup plus fourni en termes de prise en charge et de diversité des soins. Et donc, dans le second hôpital, il a obtenu cette prise en charge disciplinaire plus importante. Donc, il y avait beaucoup d'ateliers de psychomotricité. Les entretiens psychologiques étaient de longue durée, 1 heure, plusieurs fois par semaine. Il était rarement tout seul.
il était avec d'autres enfants, il n'était pas isolé, il y avait des jeux, il y avait des ateliers en commun, et pour les repas, il n'était pas tout seul. Ah, Et du coup, il n'était pas face à son plateau tout seul, où il était super angoissé, oui, et il n'était pas tout seul, et je pense que ça d'accord. fait une énorme différence. Et donc là, il a repris l'alimentation dans cet hôpital. Ah, Et en fait, il a repris de lui-même une alimentation assez, on va dire, correcte, ce qui fait qu'ils n'ont pas eu besoin de reposer la sonde. Par contre, il a eu beaucoup de douleurs digestives parce que forcément, il passait de très peu d'apports à beaucoup d'apports. Mais il a réussi à surmonter ça parce qu'il était entouré. d'accord. Et, voilà, donc il y avait beaucoup d'ateliers divers et variés. Alors, il n'a pas fait de yoga pendant cette prise en charge, mais il y a eu des ateliers, des présentations de hip-hop, par exemple. Il y avait des petits groupes extérieurs qui venaient intervenir pour présenter certains sports. Enfin, voilà, c'était Super. vraiment pluridisciplinaire. On essayait de leur faire de la balnéo, des ateliers de psychomotricité où ils touchaient des petites balles, des plumes. Enfin, il y avait vraiment beaucoup d'ateliers psychocorporels D'accord. qui faisaient retrouver du bien-être via le corps, en fait. Ça, c'est Et ça, important. ouais, ça a très bien fonctionné. Il y avait de la peinture, il y avait plein de choses. Super. Ah, donc tout ça pour dire que c'était une épreuve hyper douloureuse. À la sortie d'hospitalisation, au bout de 3 mois, c'était pas terminé, hein, bien sûr. Il y a un énorme travail qui reste à faire à la maison. Donc en gros, en un an et demi, on a réussi à le sortir d'affaire complètement. Je dirais plutôt 1 an et demi parce qu'il y a eu une rechute. Les rechutes sont fréquentes, elles sont presque la règle, j'allais dire. Ouais. Elles sont fréquentes. Et rechute, mais sans hospitalisation. C'est-à-dire qu'il y a eu une perte de poids à l'été d'après, sans vraiment le vouloir, en fait. Ça s'est imposé à lui, Ouais. il faisait son sport, il était dans son truc, et puis la prise alimentaire était moins importante, et donc on a repris un suivi psy plus important à proximité de chez nous. Et voilà, ça a pu s'amender. En 2 ans, il était sorti d'affaires. D'accord. Donc, une terrible épreuve pour nous les parents, parce qu'en effet, comme c'est multifactoriel, on a cherché un peu tout ce qui avait pu se passer. Où il y a des profils aussi, il y a des tempéraments psychiques, hein, les troubles anxieux, le fait d'être anxieux, perfectionniste. Voilà, il y a des tempéraments. Moi, je suis anxieuse, voilà, moi-même, je le sais, hein, je l'accepte, je gère ça. Je pense que c'est de famille. Mon papa était anxieux aussi. Chez les animaux, on voit des animaux anxieux aussi. Donc, oui, on a voilà. une nature, on a un caractère. Ouais, Hein. voilà, on ne peut pas renier son terrain. Donc après, une fois qu'on le sait, eh ben, il faut travailler là-dessus. Peut-être l'hypersensibilité aussi. Alors, Souvent, on entend un lien. l'hypersensibilité, il y a beaucoup de profils hypersensibles voilà, qui peuvent être atteints de troubles alimentaires ou d'autres TOC, troubles obsessionnels compulsifs, donc, voilà. Donc, moi, il a fallu gérer tout ça parce que, en fait, dans les facteurs, il y a eu du harcèlement scolaire qui a duré toute son année de CM1 et pendant le temps de la cantine. Et ça, on l'a su qu'après, en fait. Une fois qu'on a, entre guillemets, enquêté, parce qu'il ne parlait plus, en fait. Il ne s'exprimait plus. Donc, on l'a su après, il nous l'a confié, il nous l'a dit. Voilà. Donc, le fait est qu'on a dû prendre des mesures assez drastiques pour l'aider à aller mieux. On l'a dû le déscolariser enfin déscolariser, j'entends, de l'école classique. On a fait l'instruction en famille par un cours par correspondance pendant 2 ans. 1 an et demi, plus exactement. Donc pour nous, ça a été une épreuve en fait où il a fallu modifier notre rythme de travail. Tout tournait autour de ça pour s'organiser pour que ça aille mieux. Et donc forcément, nous en tant que parents, moi j'ai craqué plusieurs fois, sincèrement. Je ne vois pas comment les parents arrivent à ne pas craquer. Et j'ai découvert de ce fait-là, alors je ne sais plus, c'était fin 2018, je crois que c'était fin 2018. D'accord. Il était en train de sortir de la maladie, mais nous, on a le contre-coup en fait. Et oui. Les parents ont le contre-coup parce qu'ils font tout pour que les soins se mettent en place. C'est ça, tu n'as pas vraiment le temps au début, tu es dans l'urgence, quoi. Voilà, on se fatigue, on s'épuise, on ne prend pas trop soin de nous, pas du tout même. Ça, Et donc, moi, j'ai perdu plusieurs fois pied. Et donc, moi, en tant que proche, j'allais chercher du soutien psychologique, donc psychologique et psychiatre. Le soutien psychologique m'aidait, la psychiatrie m'a pas... Voilà, on a voulu
mets des antidépresseurs, des choses comme ça, mais bien sincèrement, ça n'a pas fait grand-chose. Ça m'a plutôt freiné, ça a plutôt eu des effets secondaires que des effets bénéfiques. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai poursuivi. Je me dis, mais il y a autre chose à trouver. Et là, je me suis intéressée à la pratique du yoga. Et en 2018, j'ai commencé à faire du yoga en octobre, je crois, il me semble. Et j'ai dit, ouais, c'est ça qu'il me faut. Vraiment, j'avais besoin de ne plus parler tout le temps de mes problèmes, parce que c'est bien, hein, parler de ses problèmes, ça fait un exutoire. Mais à un moment donné, quand c'est que ça, on tourne en rond à force. Voilà, on tourne en rond, on n'a plus de bien-être. Et donc, voilà, et cette pratique tournée vers le bien-être, le partage avec les autres, avec des techniques d'ancrage, de souffle, ça m'a vraiment posé. Ça a diminué mon anxiété. Donc, et j'ai jamais arrêté depuis, en fait. Excepté pendant les confinements, où là, le club était fermé. Et d'ailleurs, à l'arrêt, ça a provoqué du moins bien ce que beaucoup de gens décrivent pendant le confinement. Moi, j'ai été nettement moins bien, comme beaucoup de gens. Et j'aurais dû me faire violence pour continuer des cours comme ça à distance, mais c'est pas pareil à distance. Je pense que Claire, tu pourras en témoigner. Voilà, quand on est vraiment immergé dans un cours, on est avec les autres, il y a du partage, il y a de l'éducation. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est différent. Après, c'est propre à chacun. Hein. Moi, je conseille, il faut tester, c'est comme tout. Hein. En ligne, moi, j'aime beaucoup. Et il y a plein d'avantages aussi de flexibilité, de pas de transport et tout. Maintenant, forcément, l'énergie est différente. Mais voilà, il faut tester. La lumière. Voilà, donc pour mon témoignage, je me suis un petit peu étendue, mais c'était pour que les parents comprennent, voilà, il faut qu'ils trouvent une pratique. Alors, le yoga, moi, ça m'aide parce que c'est une pratique vraiment holistique qui permet de travailler à la fois le mental, les émotions et le corps. Et c'est vraiment, voilà, cette pratique globale que moi, j'ai recherchée. Et c'est un outil auquel j'adhère. Est-ce que tu as dit quel style de yoga tu pratiques, Emma? Alors, moi, ma professeure de yoga, elle n'est pas centrée sur une seule pratique. Elle fait, on va dire, beaucoup de postural et de hatha yoga. D'accord. Mais elle propose plein de sortes de yoga. Elle fait des cours aussi spécifiques de yin yoga. Alors, moi, c'était le yoga global, plutôt du hatha. D'accord. Plutôt du hatha yoga, on va dire. Super. Du vinyasa, du ashtanga, c'est plutôt du hatha. Avec toujours à la fin une séance de méditation. Au début, une séance d'ancrage et de recentrage. Des pranayamas. C'est très variable. En fait, souvent, elle demande aux élèves ce qu'ils veulent faire pendant le cours. Déjà, comment ils se sentent. Elle sonde un peu le terrain, comment ils se sentent. On a la chance d'être des petits groupes de 7. Avec le confinement, comme elle a une petite salle, elle a réduit à 7. Avec les restrictions sanitaires. Donc, pour garder les distances, elle a réduit à 7 personnes. Donc, elle demande à chacun comment il se sent, qu'est-ce qu'il a envie de faire comme posture. Et puis, elle adapte assez souvent son cours en fonction de ce que veulent les élèves. Ok, super. Et c'est vrai que là encore, si je peux donner un conseil, je ne sais pas si vous pratiquez déjà le yoga, dites-nous dans le chat, c'est intéressant de savoir. Et si oui, quel style vous pratiquez? En tout cas, pour débuter, moi, j'encourage fortement à découvrir un cours de Hatha Yoga, puisque justement, il y a cette variété de pratiques où ce n'est pas que des postures, on travaille beaucoup avec le souffle. Notamment pour l'anxiété, ça aide énormément. Et dès le premier cours, en fait, moi c'est pareil, mon premier cours de Hatha Yoga, alors que j'avais testé d'autres yogas avant, je me suis fait tuer. Et en fait, le Hatha Yoga, à la fin, j'étais sur un nuage, quoi, vraiment l'impression de planer. Complètement. Et dès le premier cours, c'est vrai, les bénéfices sont immédiats. Tout de suite. Et puis, c'est un effet qui va durer quand même plusieurs heures, quoi. Si on fait le cours le soir, on va passer une bonne soirée derrière. Le matin, pareil pour la journée ou le début de journée. Et c'est comme tout, en fait. Après, il faut pratiquer régulièrement, hein, parce que c'est pas en faisant un cours que tout de suite, on va... de toute façon, ça ne réglera pas les problèmes, mais ça changera notre perception. Exactement. On trouvera les ressources plus facilement en nous. C'est prouvé. Alors, moi, je me suis beaucoup intéressée à la puissance thérapeutique du yoga, de ce fait, puisque moi, c'est vraiment l'outil qui m'a le plus aidée, plus que la psychiatrie. Et donc, j'ai recherché les bases, le support neurophysiologique, neuropsychologique du yoga. Et je les ai trouvés, en fait. Hein, c'est vraiment prouvé. Et c'est un outil qui a tendance même à se développer. Alors, c'est encore balbutiant chez nous, mais ça se développe dans certains hôpitaux.
C'est-à-dire Oui. qu'il y a vraiment des hôpitaux qui développent des ateliers de yoga thérapie Oui. adaptés à chaque pathologie, etc. Donc, ça me sert dans les troubles du comportement alimentaire, mais la palette d'intervention du yoga est presque infinie finalement. Oui, hein. Elle va complètement. vraiment servir à tout. Puisque ça touche tout, ça touche toutes les dimensions de notre être. Le corps, Voilà. l'esprit, la spiritualité, l'énergie, tous les Exactement. corps. À partir du moment où on adhère à l'outil, bien sûr, il faut Voilà. adhérer à l'outil. Mais je pense que c'est la façon dont c'est présenté aussi. Il faut trouver le bon enseignant parce qu'à titre indicatif, Oui. moi, j'avais fait du yoga plus jeune, quand j'avais 25 ans. Je n'avais pas fini mes études encore, puisque vous savez qu'on a des études longues. On fait la médecine vétérinaire, j'ai fait 9 ans post-bac. Et j'étais encore en études, et c'était des études difficiles. Et il y avait un cours de yoga à l'époque, à l'université où j'étais. Et c'était pas du tout présenté pareil. En fait, on est tout de suite rentré dans le dur. On a fait que du postural, mais il n'y avait pas toute cette philosophie qui a été abordée. Et moi, je suis passée à côté de l'outil à l'époque. Mais oui, mais complètement. Et je le regrette vraiment. Je me dis, mais si on me l'avait présenté, cet outil, je pense que j'aurais continué. Et du coup, je n'ai pas continué le yoga. J'ai fait quelques séances pendant l'année, peut-être une quinzaine, mais je suis passée complètement à côté de cet outil et de la puissance de l'outil, en fait. C'est dommage. Oui, c'est ça. C'est vraiment dommage. Rebonjour, on se retrouve pour la deuxième partie du live Yoga et TCA. On va aborder la partie yoga et boulimie et hyperphagie, répondre aux questions après avoir vu le parcours de Emma et de son fils anciennement victime d'anorexie et comment le yoga l'a aidé, elle, à surmonter cette épreuve. En fait, on disait qu'il faut parfois tester plusieurs styles, plusieurs cours et plusieurs profs avant vraiment d'accrocher. Et moi, j'aime bien comparer la rencontre avec le yoga avec une rencontre amoureuse, en fait, où il faut que ce soit à la fois le bon moment dans sa vie, où quelque part, il y a un terrain parfois propice ou pas. Parfois, on est trop jeune ou juste pas intéressé. Et c'est OK, hein, on peut ne pas aimer le yoga. Et puis, bah, voilà, il faut aussi le bon feeling avec le prof et le style de yoga. Donc, dernier conseil, ne pas hésiter à tester plusieurs cours, plusieurs profs pour bien profiter du yoga. Voilà. Et je vais enchaîner en attendant qu'Emma nous rejoigne pour parler un peu plus de mon parcours. Du coup, comme je disais en introduction, moi j'ai souffert pendant, depuis l'adolescence jusqu'à il y a quelques années, donc une bonne dizaine d'années, de boulimie hyperphagie. Donc pour définir les troubles, en fait, la boulimie, c'est le fait de manger en grande quantité sur de courtes périodes. J'étais en train de définir la boulimie en disant que c'est donc des compulsions alimentaires de prise en urgence, en fait, avec un sentiment de culpabilité, de grande quantité sur un court laps de temps. Et dans la boulimie, il y a des mécanismes de compensation comme le fait de se faire vomir, prendre des laxatifs, jeûner et faire du sport à haute intensité pour chercher à compenser les excès alimentaires et chercher à limiter la prise de poids ou à l'éviter. Voilà, sachant que c'est évidemment pas des mécanismes qui sont recommandés ni qui fonctionnent d'ailleurs bien, qui sont même dangereux pour la santé, hein, évidemment. Mais voilà, la boulimie, au même titre que l'anorexie, c'est vraiment un trouble du comportement alimentaire. C'est quelque chose dont on est victime, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, hein, et heureusement. Donc voilà, ça c'est pour la définition de la boulimie. L'hyperphagie, donc la différence, il y a ces mêmes prises alimentaires sur de courts laps de temps, toujours avec ce sentiment de culpabilité, évidemment un mal-être physique, hein, puisqu'on se remplit, on se fait péter le vide en fait jusqu'à n'en plus pouvoir. Et du coup, on va avoir mal à l'estomac, envie de vomir, vraiment une sensation d'inconfort. Parfois, on ne peut même pas dormir à cause de ça. On se sent nul, on se sent mal, donc des gros problèmes aussi sur l'estime de soi qui peut se dégrader très vite. Et donc, contrairement à la boulimie, là, il n'y a pas de mécanisme de compensation. Donc, il y a aussi, logiquement, une prise de poids, un surpoids, voire une obésité avec le temps qui s'installe. Et donc, les conséquences aussi possibles et néfastes sur la santé qu'on connaît. Voilà pour poser le cadre. Maintenant, donc moi, j'y suis, on va dire, je suis tombée dedans, hein, si je puis dire, à l'adolescence, comme ça se déclenche dans la majorité des cas. Souvent, d'ailleurs, moi, c'était mon cas après
un ou plusieurs régimes parce que enfin moi j'avais une silhouette où mon médecin m'avait dit tu n'es ni grosse ni mince ou ni maigre. Et moi j'ai entendu tu n'es pas mince donc tu es grosse en fait. L'esprit qui déforme le truc comme il a envie. Et donc j'ai commencé à faire mes régimes et tout et puis, bah, pareil, un terrain d'hypersensibilité, une histoire familiale aussi un peu, on va dire atypique, si ce n'est difficile. Heu et donc bah, quelque part, c'est comme si j'avais trouvé un refuge dans la bouffe, hein, bouffe plus que la nourriture puisque c'est vraiment cet acte de se remplir, de chercher à combler un vide en fait, hein, vraiment, hein, une sensation de vide intérieur. Et c'est comme une addiction puisque ça devient une habitude telle qu'on ne peut pas s'en défaire. C'est vraiment, enfin, on a l'impression que c'est impossible de s'en défaire et comme je disais en introduction, le processus de guérison, alors il peut être rapide, hein, et tant mieux. En tout cas, moi, ça avait duré vraiment de longues, longues années. Donc il m'a fallu aussi, je dirais, plusieurs années pour en guérir et c'est un chemin avec des hauts et des bas. Il faut garder espoir, hein, donc c'est aussi un message d'espoir de vous montrer qu'on peut s'en sortir. Il y a tellement d'outils possibles qu'on n'a jamais tout testé en réalité, hein. Déjà se faire accompagner par des soignants, psy, médecins, si possible spécialisés dans les troubles parce que parfois ça peut avoir l'effet inverse quand on se prend des remarques, c'est de la volonté ou je sais pas quoi. Enfin, je pense que c'est un exemple de volonté, c'est bien moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie et pourtant je mangeais en excès. Donc c'est vraiment pas une histoire de volonté. Les gens qui ont énormément de volonté, en fait. Les gens Oui, qui souvent, ils ont une volonté, mais c'est ça. incommensurable. Enfin, c'est Ouais, voilà, il faut vraiment surtout pas mettre cette volonté en question. C'est vraiment une maladie, un trouble. Quand le trouble est exactement. installé, ça les dépasse. Ouais. Exactement et justement, c'est peut-être même ce mécanisme de volonté qui fait qu'on cherche à se restreindre, qu'on culpabilise, qu'on veut s'imposer des choses inatteignables et que le corps, en fait, c'est un mécanisme très primitif de survie, va nous pousser à manger en réaction à cette, restriction qu'on s'est mis dans la tête. Mm. Donc voilà. Donc maintenant pour, revenir au sujet du yoga, comment ça peut aider, en tant que, bah, que victime de ces troubles et aussi dans la guérison. Donc moi j'ai dû découvrir le hatha yoga il y a maintenant une quinzaine d'années, hein, donc j'étais, en plein dans l'hyperphagie à l'époque. D'ailleurs, je cherchais beaucoup ou plutôt boulimie puisque je cherchais quand même, à compenser un peu avec le sport. À l'époque, je faisais 6 heures de boxe par semaine, Oui. donc ce qui est quand même beaucoup, hein. Et ce qui Faut me pas faisait beaucoup de t'embêter, bien. Claire. Hein. Non, 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 faut pas. Bah, en plus, je m'appelle Castagne, alors tu vois. Bon, bah alors, encore moins. Double dose. Et c'est vrai que même si je prenais beaucoup de plaisir dans le sport, que ça m'a aussi aidé à prendre confiance en moi, je pense qu'il y a toujours eu quand même dans un coin de ma tête cette idée d'évacuer, de limiter la prise de poids ou même peut-être de m'autoriser à manger derrière. Parce que après avoir fait 2 heures de sport intensif, bah, je me disais, voilà, ça va, enfin, je peux manger, quoi. Et donc, il y avait ce mécanisme un peu malsain, voilà, malsain. Et dans le yoga, en fait, c'est différent. Alors, en général, en coaching, j'ai tendance à encourager, une vraie pause de sport pendant le début de phase de guérison, pour éviter en tout cas, quand il y a cette relation un peu malsaine au sport, il faut qu'on comprenne que même si on ne se dépense pas du tout physiquement, le corps lui-même, il va brûler des calories et que c'est pas pour autant qu'on va prendre du poids et donc sortir de ce rapport, manger, compenser ou chercher à compenser. Et l'avantage du yoga, c'est que ce n'est déjà pas un sport, c'est bien plus profond que ça, même si chacun peut trouver aussi un peu ce qu'il cherche, tellement il y a de choses différentes. Mais quelque part, on m'avait donné ce conseil parce que moi, j'arrivais pas à arrêter le sport quand j'étais en phase de coaching pour guérir de boulimie. Et on m'avait dit, bah, peut-être tu devrais faire du yoga. Puisque le yoga n'est pas un sport, c'est une activité douce et ça pourrait peut-être t'aider. Au moins, tu vas bouger, quoi. Et c'est vrai que ce conseil, il est approprié, je trouve. Alors, à condition d'adapter le style de yoga, parce que si on fait du vinyasa ou du ashtanga, donc des yogas très dynamiques, toujours dans une optique de brûler des calories, bah, ça va revenir au même. Mais si on arrive à trouver une pratique un peu plus douce, posée, pour se faire du bien, on change d'état d'esprit, et ben, on va réussir à voir en fait que notre corps, c'est
plus un ennemi qu'on n'a pas besoin de le combattre parce qu'il va nous apporter du bien-être dès la première séance. Voilà, notre corps, c'est notre temple. On a notre véhicule du début à la fin. On n'en a qu'un et un seul pour toute la vie. Voilà. Donc, quand on souffre de compulsions alimentaires, on le déteste. On n'aime pas notre image dans le miroir. On se trouve souvent trop grosse, même si on ne l'est pas forcément. Même quand on souffre d'anorexie d'ailleurs, puisque Mais oui, lors d'anorexie, il y a une dysmorphophobie, ce qu'on appelle, que les parents doivent connaître ou les proches. La personne se voit grosse alors qu'elle est squelettique. Et parce qu'en fait, tout simplement, elle s'aime pas elle-même, elle n'aime pas son corps non plus. Et quel que soit le TCA, en fait, il y a un mal-être et un rejet de soi qui fait que le yoga, c'est un formidable outil pour se réaccepter et prendre soin de soi, en fait. Exactement. En fait, le trouble du comportement alimentaire, il va faire que toute notre attention est focalisée sur une obsession sur la bouffe, que ce soit en plus ou en moins. C'est-à-dire que l'anorexie, ça va être ne pas manger, la peur de grossir. Et du coup, que ce soit avec les compulsions ou l'anorexie, on va lutter contre ça. Mais voilà, le yoga va permettre de revenir à l'intérieur de soi, revenir dans l'instant présent, revenir dans son corps, comprendre que notre corps, il peut nous faire du bien, qu'on peut trouver cet espace de paix, de calme intérieur en nous et pas à l'extérieur, et pas forcément en faisant une compulsion alimentaire d'ailleurs. Exactement, donc, oui. Donc voilà, souvent pour les personnes qui ont des compulsions, moi je leur dis, cherchez pas arrêtez de vouloir stopper vos compulsions parce que plus vous résistez, plus ça persiste. Donc profitez, ce sera plus une compulsion. Allez-y franco, allez-y gaiement la prochaine fois. Vous faites un plateau avec tout ce que vous avez envie de défoncer, les biscuits, les chips, tout ce que vous voulez, mais savourez et dites-vous, c'est ok, je me l'autorise, je kiffe, c'est mon moment. C'est pas grave si après j'ai un inconfort physique, mais je ne vais pas me rajouter en plus de ça de la culpabilité. Non, je profite jusqu'à ce que j'en ai marre, après j'arrête. Et à côté de ça, on cherche à ajouter des stratégies pour se sentir mieux. Et le yoga en fait partie. C'est une excellente solution, un excellent moyen de prendre soin de soi. Voilà, de prendre soin de soi parce qu'on est la seule personne qui nous accompagnons du début à la fin. Et le yoga, voilà, c'est un compagnon de route pour toute la vie en fait. Donc, il va nous aider à garder confiance en nous, garder confiance en notre corps, à diminuer l'anxiété et puis à trouver du sens. Ouais. Je me permets une petite digression sur la peur dans les comportements anorexiques ou boulimiques avec des comportements d'élimination comme les vomissements. Cette peur de grossir qui existe chez toutes les personnes qui sont malades, elle n'est pas forcément là initialement, en fait, c'est ce que je voudrais dire. En fait, des fois, elle est là parce que la maladie, elle s'est installée. Et au départ, ça peut être qu'un mal-être ou du harcèlement. Ça ne part pas toujours d'un régime, en fait. D'accord. Et je vois, il y a pas mal de personnes qui sont concernées comme ça. Des fois, ça peut partir d'une maladie intestinale avec une grosse perte de poids parce que la personne n'a pas pu manger. Il y a une autre maladie intercurrente qui fait que la perte de poids chute en dessous d'un certain seuil. Une fois que ça s'est enclenché, il y a tous les mécanismes du trouble alimentaire qui se mettent en place. Donc, dans l'anorexie, il y a tout un tas de mécanismes, comme dans les autres troubles alimentaires. Et une fois que ça s'est enclenché, il y a cette peur irrationnelle de grossir qui s'installe. Moi, je le dis parce que pour mon petit garçon qui est hyper sportif, et c'est souvent comme ça, chez les garçons prépubères, on a 30% de cas où les garçons sont concernés, ce qui est un pourcentage quand même élevé chez les prépubères. Alors qu'une fois qu'on est adulte, c'est 1 garçon sur 10. D'accord, ok. Donc, c'est un pourcentage qui est moindre. Mais l'hyperactivité, l'activité sportive et l'arrêt de la prise alimentaire suite à un trauma psychologique fait que ce mécanisme, une fois qu'il est enclenché, les pensées dysfonctionnelles de peur de grossir, elles apparaissent alors qu'elles n'étaient pas du tout là initialement. D'accord, ok. Elles peuvent être là initialement dans certains cas, ou dans plusieurs cas même. Le régime est quand même fréquent pour instaurer un trouble alimentaire, mais c'est loin d'être systématique. D'accord, ok. J'allais dire, des fois, cette peur vraiment qui est irrationnelle, c'est comme quand on a peur des araignées, ou voilà, c'est irrationnel la plupart du temps,
elle s'impose, elle s'accentue avec la maladie. Et parfois, elle n'est pas présente initialement. Ok, En fait, c'est la peur existentielle finalement, c'est la peur d'exister, d'être ouais, soi, qui fait ouais, qu'on ouais. n'arrive pas à se nourrir. On répond aux Donc, questions peut-être, oui, Claire? oui, 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 justement, j'allais y venir. J'ai reçu une question par mail d'Anne-Flore. Dites-nous dans le chat en attendant si vous avez d'autres questions. Je commence par la question d'Anne-Flore qui nous dit, donc elle regardera en replay, coucou Anne-Flore, concernant la pratique du yoga pour les personnes souffrant d'anorexie, quel type de yoga est-il possible de pratiquer? Est-il bon de pratiquer du yoga ou cela risque-t-il de renforcer le besoin de faire beaucoup de sport? Alors, très bonne question. Pour la deuxième partie, je pense que j'y ai répondu en déconseillant Vinyasa Ashtanga, donc les styles un peu plus dynamiques. Et donc, à l'inverse, soit tu peux essayer, si tu te sens, de faire un arrêt complet de pratique sport et yoga pour commencer pendant une semaine, sinon pendant 15 jours. Ou si vraiment c'est trop difficile psychologiquement, ne garder que le yoga, mais à ce moment-là, une pratique plus douce. Alors, pour l'anorexie, en tout cas, il faut un avis médical dans tous les cas, de consulter votre médecin en priorité. Et si c'est OK pour le médecin, orientez-vous vers une pratique très douce, comme par exemple le yin yoga, où on va tenir les postures vraiment plusieurs minutes. Donc, on n'est pas dans la performance, on est dans le ressenti, dans la souplesse, voire même dans la méditation. Quand on tient une posture 3 minutes, le cerveau peut s'emballer. Donc, ça oblige à travailler aussi sur le souffle, sur la méditation, à travers le corps. Donc, le yin, c'est une première option. Et il y a un style aussi que j'adore et que je recommande particulièrement, qui est le yoga nidra. Nidra comme le sommeil, qui est très proche de l'hypnose en fait. On est entre la relaxation, méditation, hypnose, puisqu'on va le pratiquer allongé, donc en Shavasana, pour ceux qui connaissent la posture du cadavre, allongé sur le dos, paume vers le ciel. Et il y a des suggestions au début, enfin une suggestion en particulier au début, et qui peut être en rapport avec la guérison justement. Je suis en bonne santé par exemple, c'est une suggestion très classique et pratique si on n'a pas d'autre idée. Et après, on va se laisser guider. Vous trouverez des séances sur ma chaîne YouTube Claire Castagne, si vous cherchez des idées, ou en tapant Yoga Nidra en général. Voilà, Anne-Flore, pardon, j'espère avoir répondu à ta question. Tu as quelque chose à ajouter? Moi, j'ai vu une autre question d'une maman, mais je n'arrive pas à la retrouver, qui disait que le yoga était contre-indiqué pour sa fille. Enfin, tous les professionnels de santé lui contre-indiquaient le yoga. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une forte dénutrition ou qu'il y a des troubles du potassium ou des choses comme ça. Effectivement, il faut vraiment… dans les cas les plus sévères d'anorexie, en fait, malheureusement, les gens ils sont obligés de rester sur un lit, être nourris et ne pas faire un mouvement de la journée. C'est terrible. Ouais. Mais justement, moi, je pense que le yoga tel que tu le décrivais, le yoga nidra, le fait de faire une activité quand même qui vous sort de votre lit, qui vous emmène ailleurs, qui vous soigne aussi le mental, vraiment les postures, mais c'est le yoga, relaxation et méditation en fait. Où là, vous ne faites aucune posture tenue et contraignante. Ça peut être vraiment le shavasana ou juste être assis. Oui, assis si on préfère. Mais c'est vrai que le nidra, je ne vois pas si il peut y avoir des contre-indications pour des états de psychose, par exemple, des troubles psychotiques. Mais en dehors de ça, les médecins, je ne sais pas s'ils connaissent, mais si vous leur expliquez que ça se pratique allongé, immobile, bon, je ne vois pas de raison spéciale de contre-indication physique à cette pratique de yoga nidra en tout cas. Voilà, sur un tapis allongé avec un plaid, une couverture, un yoga au son du bol par exemple, ou voilà, des yogas de style vraiment relax, contemplatif, méditatif. Ça, je pense que c'est un soin qui peut quand même, sans aucun effort physique, ça va être plutôt un soin global et un soin du mental et émotionnel qui va apporter du bien-être à quelqu'un qui est vraiment en état critique de dénutrition. Exactement, donc à tester. Si vous avez d'autres questions qu'on aurait loupées ou en regardant le replay, posez-les-nous en commentaire. Comme ça, on pourra y répondre aussi individuellement. Voilà. Et j'en profite pour faire le lien avec un projet qu'on a avec Emma.
qui est de créer justement des ateliers yoga et TCA, un Ouais. atelier par trouble, pour justement apporter une pratique de yoga adaptée. Ça, c'est un projet qui sortira à la rentrée de septembre. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez peut-être des besoins spécifiques là-dessus, puisqu'on est en création. A priori, moi, j'ai envie de faire, on en reparlera, mais j'ai envie de faire un hydra pour chaque trouble, Merci, Isabelle. parce qu'il y a cette dimension aussi d'autosuggestion, de détente et de repos. Comme ça, si on est dans une phase où on veut faire une pause physique pendant une semaine, on peut faire que le nidra, quel que soit le trouble. Et moi, ce que je préconise quand même au début. Et après, on pourra rajouter la partie, donc il y aura du yin, un yoga doux pour l'atelier anorexie. Il y aura du hatha yoga, donc où on tient les postures, plusieurs respirations pour la partie boulimie. Et une partie un peu plus dynamique, vinyasa pour l'hyperphagie, avec bien sûr des adaptations, puisqu'il peut y avoir des personnes obèses ou en surpoids. Donc évidemment, moi je suis prof de hatha yoga spécialisée pour les femmes voluptueuses. Donc vous aurez toutes les options dont vous avez besoin pour adapter à votre morphologie. Voilà, voilà. Voilà. Donc, on espère que vous aurez plein de suggestions en fonction de, voilà, de ce dont vous avez besoin. Il faut construire ces C'est ateliers ça. en de vous, finalement. Hein. Bon, Voilà. nous, on a quand même des bonnes idées puisqu'on vraiment, on est confronté en tant qu'aidant ou en tant que victime de TCA. Voilà. On est confronté à ça. Donc, des idées, on en a beaucoup, mais le but, c'est que ça Voilà. à vous, en fait. Voilà, exactement. Donc, n'hésitez pas, même en message privé, à venir nous faire un coucou. Et en tout cas, je tiens à nouveau à te remercier, Emma, pour ta précieuse participation, ton partage touchant et plein d'amour et plein d'espoir. Voilà, je trouve que c'est L'amour est super. sur ordonnance, hein, c'est obligatoire. C'est le numéro 1 déjà, hein, donc tous les parents le savent. Déjà, c'est indispensable. Après, il n'y a pas que l'amour seul ne guérit pas. Hein, il faut connaître beaucoup de choses, mais indispensable. Sans amour, on ne pourra pas guérir. C'est la base. Donc, et l'amour de soi, voilà, développer l'amour de soi. Le yoga vraiment permet de se recentrer sur soi et d'arriver à s'aimer, à s'accepter et à utiliser ce corps comme véhicule de bien-être. Et c'est ce qu'on a envie vraiment d'apporter et aux aidants qui sont quand même dans la tourmente et qui ont une pression, un stress qui est monumental, et aux personnes malades qui subissent leurs troubles et qui essayent de s'en sortir et qui ont besoin vraiment d'outils qui leur parlent et auxquels ils peuvent adhérer pour essayer d'aller de l'avant et sortir de cet enfer. Voilà. Bah, c'est possible. Donc voilà, on espère que le yoga vous plaira autant qu'à nous, vous donnera ses clés. Et puis, si ce n'est pas le yoga, vous en trouverez d'autres, c'est sûr. Donc merci. Pensez à partager ce live. Nous laisser des commentaires si vous avez des questions. Et puis, bonne journée à Emma, à toi, et bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Au revoir. À bientôt.